Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur Bambi. Et la critique de Bambi un peu en retard. Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, un film sorti en 2024 de Michel Fessler. C'est un film inspiré du roman de l'auteur Félix Salten, publié en 1923. C'est un film avec plein d'animaux, mais pas seulement. Il y a aussi Mylène Farmer. Elle est une fan de Bambi et elle va narrer ses aventures en voix off. C'est un film qui dure 1h17 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h17 ? Eh bien c'est le récit de la naissance de Bambi et ses aventures jusqu'à l'âge où il deviendra le roi de la forêt, suivant évidemment le cycle de la vie, le cycle des saisons. Cette séance de cinéma, je me suis sabordé moi-même ma propre séance et pourtant c'est une des très rares fois où j'étais tout seul dans la salle. Donc je vais faire un petit retour. J'ai envie de vous dire que le film il existe, c'est aussi pour ça je pense que je souhaitais faire une vidéo. J'avais envie de le voir parce que la bande-annonce m'avait intrigué, les images étaient très belles. Je me suis rendu compte que Michel Fessler, j'avais déjà vu un de ses travaux en tant que scénariste, Terre des ours, qui était de mémoire vraiment très bien, mais il a aussi scénarisé peut-être le film le plus connu, La Marche de l'Empereur, et j'ai vu aussi par conséquent d'autres travaux qu'il a scénarisés, African Safari et Le Chêne qui est très réussi. Alors bien sûr La Marche de l'Empereur est encore plus réussi, hein. Il a été maintes fois primé et il est connu dans le monde. C'est un scénario qui met en avant les animaux, mais on est sur quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du narratif animal. Là où par exemple dans African Safari, il y a un parcours dans l'expédition que l'on peut préparer. Nous suivons pas des touristes mais des explorateurs, va-t-on dire, et nous pouvons suivre leur parcours suivant un itinéraire. Donc ça peut être préparé, scénarisé. Avoir de la souplesse aussi par rapport à ce qu'ils vont découvrir, aux aventures qu'ils vont avoir. J'entends par là, par aventure, les accidents, les animaux rencontrés. Un moment, ils sont dans une tente la nuit et il y a des lions qui arrivent. Bon, ça, on ne peut pas vraiment le prévoir. Alors, on prévoit une grande structure, mais dans laquelle il faudrait être souple. Pour Le Chêne, c'est un petit peu la même chose. On a les saisons, puis ce qu'on va capter pendant les saisons, suivant certains animaux, eh bien on va pouvoir aiguiller un petit peu le récit. Il y a des types de choses à regarder à chaque saison. Les insectes, les animaux. Alors quelle différence avec ce film Bambi ? Eh bien Bambi, c'est le récit de cycles et de boucles, et on avance au rythme des saisons. Ça ne change pas. Mais par contre ici, nous avons une histoire. On veut quand même raconter quelque chose avec ce film, puisqu'il est l'inspiration de Bambi. Alors, ce n'est pas Disney, hein, clairement. Tu as la Grande Prairie, tu as Pan-Pan, tu as le Grand Cerf, tu as la mort de la mère, tu as l'histoire d'amitié qui devient une histoire d'amour entre les deux fans, mais tu n'as pas l'incendie, tu n'as pas Fleur le putois, tu n'as pas vraiment l'hiver, tu n'as pas le hibou, on a une corneille à la place. Tout cela est aiguillé bien sûr pour les petits, puisque nous avons des récits sans grand bouleversement traumatique. La mort de la mère est plutôt lointaine, elle n'est pas vraiment présente, elle n'est pas vraiment, dramatisée. Il y a bien sûr le coup de feu, et après on a un plan drone sur la forêt, oh là là, le coup de feu a résonné dans la forêt, c'est ce que ça veut dire, mais on a plus l'impression d'un conte narré, mais d'un conte un peu sauvage, vous voyez. Il n'est pas très porté par le cinéma, ce conte. Il s'agit quand même d'une captation d'animaux qui ne sont pas dressés. Ce sont des animaux qui vont et viennent comme ils veulent. Et après, c'est à la caméra de s'orienter, de connaître les habitudes, des choses comme ça. Il ne s'agit pas d'un dressage comme on dresse un ours pour un cirque. Hein. Non, on n'est pas du tout sur ce registre. Ça n'empêche pas de créer quand même des séquences, des environnements dans lesquels les animaux vont évoluer. Il y a une séquence par exemple où il y a des lucioles. Et on a Bambi au milieu des lucioles et c'est très beau ça, c'est ce passage. Mais au scénario, on a plus l'impression d'un documentaire
littéraire que d'une fiction. Forcément, ça se rattache aussi à un de ses derniers films auxquels il a collaboré, Le Chêne. Le Chêne est un formidable film, hein. Mais ça reste aussi un film de doc, c'est-à-dire on va documenter le réel de la vie autour d'un arbre. Voilà. On documente la faune et la flore qui évoluent dans un cycle de saison. Et dans la fiction, on identifie des animaux et on met en scène un parcours de vie, ce qui est un petit peu le cas dans Bambi, plus que dans le Chêne. Et on le met en scène de quelle façon? Eh bien, quand on le confronte à d'autres choses qui sont beaucoup plus contrôlées et dressées. Par exemple, à un moment, il arrive, Bambi, avec son ami devant des bûches de bois. Et on voit un homme arriver, il est flou, et on voit Bambi derrière les bûches de bois qui est en train de regarder. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'il regarde. C'est le montage qui nous dit qu'il regarde l'humain. Voilà. Donc ça, c'est aussi des affaires de montage. On a le chien, donc on peut faire plein de choses avec le chien qu'on ne va pas faire avec les autres animaux. Le chien, en quelque sorte, surjoue par rapport à l'animal sauvage. On a les pièges qui se déclenchent. Et tout ça est aussi montré dans une sorte de continuité de scène. Donc c'est là où la fiction intervient pleinement, c'est les continuités de scène. Que l'animal rencontre le lapin, et il s'approche du lapin, et il lèche un peu le lapin, et le lapin, il sait pas quoi faire, et puis voilà, ça a fait une scène, quoi. Ce sont des rencontres d'animaux. Mais ça amène à un problème, et c'est là où ma séance n'a pas été bonne du tout, c'est que je me suis ennuyé. Pourquoi? Parce que le rythme, il est amorphe. Alors, il est amorphe, je pense, pour plusieurs raisons. Mais une de ces raisons, c'est que les animaux de base, ils n'ont pas des vies si folles que ça. Hein, je pense que le problème, c'est qu'on veuille forcer quelque chose avec ce film. Là où Le Chêne, c'était juste un suivi de la vie. Ici, il y a beaucoup d'artifices. Et les animaux, eux, n'ont rien demandé. On leur fait faire des choses par le montage. Et on fait ressentir aux spectateurs des choses par la voix off. On voit aussi les limitations du truc, notamment quand la voix off dit « Bambi va faire un grand voyage avec son père » et tout ça. Et on voit le cerf récupérer Bambi pour faire ce grand voyage, mais c'est à peine 5 minutes et hop, ils sont de retour, quoi. L'ellipse n'est pas assez forte, on dirait un mini-voyage de l'autre côté de l'étang. Étant donné que les environnements se ressemblent beaucoup, ça participe aussi au manque de regain d'intérêt dans le film. Ces animaux sont filmés dans un parc dans le Loiret tenu par Myriel Beck, qui est une animalière qui a créé un immense parc, 24 hectares, où les animaux sont au contact de l'homme depuis un moment, donc ils sont plus ou moins habitués à les voir passer, et donc c'est pour cela que la caméra est aussi proche d'eux et a pu récupérer des plans absolument incroyables. La forêt est vraiment le terrain de jeu des animaux, et on les laisse jouer dedans, et on ne fait que les capter. Alors évidemment, l'équipe de Michel Fessler a demandé « Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'il est possible de filmer comme ça l'animal ? Est-ce qu'il est possible de se rapprocher jusqu'à une certaine distance de l'animal ? » On aiguille également les animaux, avec des espèces de récompenses. On oriente leur regard, mais il ne s'agit pas de dressage. Hein. Le dressage, c'est la répétition d'un geste. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus de la mise en scène animalière. Vous savez, le classique, on met un bout de viande à un endroit et on voit les loups y aller, voilà, et rester à cet endroit. Donc ça, c'est très classique. Hein. Ça, on le faisait déjà dans... je crois qu'il y a des plans dans Le Nom de la Rose, où il y a des loups, et justement, Jean-Jacques Hano expliquait que pour que les loups aillent dans une certaine direction, ou alors c'était le totem du loup, je sais plus. En tout cas, l'un des deux, pour que les loups aillent dans un certain endroit, et il devait mettre devant la caméra une espèce de gros morceau de viande de barbac, et le loup regardait la caméra avec un œil pas possible. Et donc après, ça permettait de capter le regard du loup incroyable. Voilà. Donc c'est des techniques qui ne sont pas là pour dresser l'animal, mais pour juste orienter son regard. Ils ont été, et il l'a dit en interview, Fessler, ils ont été les plus précautionneux possibles. L'association de défense des animaux, le PAZ, le projet Animaux Zoopolis, souhaite la déprogrammation du film, car selon eux, la production a fait appel à des dresseurs d'animaux sauvages. Alors moi, qui n'y connais pas grand-chose, eh bien, je me pose la question, pour approcher ces animaux, il faut quand même
une expertise pour connaître les habitudes, les comportements. Il faut des dresseurs, il faut des gens qui connaissent ces animaux-là. Après bon, vous savez, la politique, moi, j'ai pas trop envie d'en débattre, surtout que dans notre cas là, dans le cas de Bambi, c'est vraiment une affaire de tournage, et en cela, ce n'est pas la voix d'un critique qu'il faut plutôt entendre pour, départager ou donner un avis, mais bien la voix des gens qui ont été sur le tournage, qui ont été témoins des pratiques sur le terrain, pour avoir un témoignage clair. D'après Michel Fessler, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de dressage d'animaux, mais plutôt la captation d'animaux dans un environnement vaste. C'est un parc très très grand où les animaux pouvaient aller et venir, mais sans trop se soucier finalement des êtres humains. C'est un petit peu comme si on faisait un safari. Un safari de tournage de films. La question de finalement ne pas utiliser les animaux sauvages, mais utiliser de l'animatronique ou des effets spéciaux, faut peut-être pas oublier que ça coûte extrêmement cher et on ne donnera pas autant d'argent aux films pour qu'ils puissent faire tous les animaux en effets spéciaux. Je veux dire, quand vous voyez le chêne, je crois que le chêne avait coûté un peu moins de 6 millions d'euros, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas le luxe de faire après des animaux en effets spéciaux et il faut qu'ils soient très bien faits et là ça coûte tellement cher. Je rappelle quand même le budget du Roi Lion, hein, le dernier Roi Lion, il va y avoir le nouveau là, le Mufasa qui va arriver, mais le dernier Roi Lion en live, donc avec des animaux réels, il a coûté plus de 200 millions de dollars. On n'est pas sur les mêmes budgets, hein. Alors, même s'il y a quand même une équipe d'effets spéciaux, mais j'ai plus l'impression que c'était pour des incrustations, vous savez, des animaux qu'ils ont filmés, et après ils les ont inclus dans d'autres plans, voilà, avec des incrustations au premier plan de l'animal notamment. Parce qu'il y a un ou deux plans dans le film, on a l'impression que les animaux coexistent par le biais d'une incrustation. Il y a un moment, un plan, où il y a le grand cerf qui va libérer un des animaux, je sais plus lequel c'est, et on a la corneille, le lapin, le faon et le grand cerf dans le même plan, ou un truc comme ça, et là c'est très difficile de faire tenir tous les animaux ensemble, donc à mon avis là il devait y avoir de l'incrustation, de la recomposition de cadre. Après, je dis ça, si quelqu'un qui a travaillé sur le film me dit le contraire, je le croirais, évidemment. Hein. Ils ont quand même essayé de capturer les véritables animaux, mais après, vous savez, on travaille cela aussi avec le son pour les rendre plus vivants, alors qu'on les a captés peut-être de très loin. Moi, je pense aux sangliers. Alors, les sangliers, ils ont des bruits de sangliers, vous n'avez jamais vu un truc pareil. Hein. C'est des bruits bien cochons, si je puis m'exprimer ainsi. On a aussi la présence de l'homme, hein, une présence de l'homme dans le film avec voilà, les outils, des sons, les bûches, les silhouettes floues. On rajoute un peu les humains dans le cadre, c'est moins fantastique presque que... C'est moins fantastique que dans le film de Disney, mais il y a quand même une présence. Et je suppose que vis-à-vis de la propre présence des personnes sur le tournage, ils étaient limités au plus petit nombre. Je veux dire, il faut quand même respecter le monde animal. Ils viennent dans nos champs et nos jardins, donc essayons quand on va chez eux de pas trop prendre de la place. Hein. Il faut connaître dans ce cas-là ses habitudes. Alors, il semblerait que le lapin du film, ce soit le lapin apprivoisé. Mais voilà, qu'on le laisse en fait dans ces hectares, il a ses petites habitudes et il suffisait de le capter ses habitudes. Il n'y a qu'un seul lapin, mais celui-là, il est super bien casté. Pampan, il est magnifiquement casté, il est adorable, il mange plein de feuilles, enfin voilà, il a l'air de vivre sa meilleure vie. Bambi sort en face d'autres prods pour les enfants, notamment Le Robot Sauvage et Transformers Le Commencement. Alors bon, face à ces grosses machines bien huilées avec des blagues et de l'action, le Bambi est très dépouillé. C'est un outsider comme toutes les autres productions européennes face à des productions US qui ont coûté tellement cher. C'est avec ce film d'abord une expérience d'immersion par le travail sonore. Par les ambiances de la forêt, le vent, les arbres, les oiseaux, mais aussi les couleurs. On commence d'ailleurs, le film commence pas pile avec ça, mais il y a un moment, un travelling latéral dans la forêt qui fait un peu penser au début du film d'animation de Disney. Le film d'animation de Disney commence par un très long travelling dans la forêt,
c'est un des plus beaux multiplanes des premiers Disney, le début de Bambi. Et là, on voit qu'il y a une espèce de petite référence avec ce travelling comme ça entre les arbres. C'est bienvenu, le film est très beau. C'était déjà le cas du film Le Chêne. Hein. Il y a de très belles couleurs. Il y a un travail de storyboard, parce qu'on ne peut pas y aller la fleur au fusil littéralement. Il y a un travail de storyboard pour préparer au mieux ce dont on aura besoin dans le réel. Il faut un peu l'orchestrer. On a une sorte de séquencier, comme pour les documentaires. À partir de là, on va organiser un tournage. Et il y a eu 16 semaines de tournage, en toute discrétion, pour s'adapter à ce que peut faire ou à ce que veut faire l'animal. C'est assez impressionnant quand même quand on voit les plans, de les voir, de s'être autant approchés des animaux comme ça. Il faut, je suppose, déployer des trésors d'ingéniosité. Les choses les plus faciles seraient, dans ce cas-là, les plans en drone. Le drone au-dessus de la forêt, voilà. Bon, c'est des plans, je trouve qu'ils font de moins en moins d'effet, ces plans-là. Tellement, maintenant, le drone est devenu quelque chose de commun, quelque chose de banal. Mais il n'y a pas vraiment de plan sophistiqué, hein. Tout est une affaire de montage. Parce qu'il faut monter ces moments fragmentés, il faut travailler sur les suites logiques de narration, à partir de toutes ces captures d'animaux, qui sont des fois espacées de plusieurs jours, pour raconter une histoire dans la scène, mais une histoire aussi plus globale. C'est peut-être ça d'ailleurs qui fait défaut au film, mais il faut faire exister ces animaux filmés séparément. Alors il y a quelques plans qui les réunissent, mais pas beaucoup. Mais on a l'impression, vous savez, de voir l'application un peu branlante, un peu maladroite de montage interdit, c'est-à-dire de faire vivre dans le même plan quelque chose qui est souvent découpé en plusieurs plans. Vous savez, par exemple, quelqu'un touche une autre personne à l'épée, bien un gros plan sur le bras qui est touché par l'épée. Voilà, mais on n'a pas la personne en plan large qui se fait toucher et qui pisse du sang, parce que ça nécessite quand même des effets spéciaux pour faire jaillir le sang séparément, alors que quand on touche juste le bras, donc un gros plan sur le bras est peut-être un bras artificiel duquel gicle du sang. Voilà, alors que quand on le fait dans un plan général, c'est beaucoup plus impressionnant. Et par le montage, le bras artificiel, puis après un gros plan sur le mec qui crie, on a l'impression que c'est ça qui se passe. Là, j'ai vu Terrifier 3, c'est que ça. En fait, le film est un dégueulis de gore. C'est quand même incroyable que je parle de Terrifier 3 et de Bambi dans la même critique. Mais sachez-le, c'est le même combat, hein. C'est le montage interdit. C'est ce procédé. À un moment, je pense que je ferai une vidéo que sur ça. Je trouve ça fascinant, le montage interdit. Mais c'est quand vous fragmentez par le montage quelque chose qui devrait être vu en un seul plan, c'est qu'il y a un problème, en fait. Il y a un problème de ne pas pouvoir montrer ou de ne pas vouloir montrer en un seul plan quelque chose. Et bien, dans le cadre de Bambi, c'est justement l'interaction avec les animaux et la coexistence de ces animaux ensemble dans le cadre. Il y a quelques plans qui le font, mais il n'y en a pas beaucoup. Le moment où ça m'a fait le plus, je pense, dans le film, c'est le moment où il y a le grand cerf qui détruit le piège. Là, c'est fragmenté dans tous les sens pour nous faire vivre ce moment. Je pense qu'au montage, ça devait être vraiment pas évident. Et puis, on a aussi des ressorts de mise en scène pour rajouter du drame autour des animaux qui, eux, ne font que vivre. Par exemple, la corneille, avec un plan sur la patte, puis un flashback avec des couleurs plus froides, un changement de musique. Donc là, on essaye de dramatiser un petit peu, hein, mais il y a une lassitude des plans. Et je pense qu'il y a une lassitude des plans, entre autres, parce que ce sont des plans qui ne sont qu'horizontaux. C'est-à-dire que nous sommes sur une forêt plate. Il n'y a pas de volume dans la forêt, il n'y a pas de relief. Dans Bambi, il y a du relief. Oh, et qu'est-ce qu'on s'en amuse, hein, avec le relief, avec la biche qui est tout en bas et qui regarde le ciel, et en fait, il y a une espèce d'énorme colline qui monte, et tout en haut, on a le cerf qui est en train de triompher comme ça. Ou même dans la grande prairie, il y a du volume. On descend, on monte, on passe par-dessus. Enfin, il y a quelque chose de très très vivant en fait dans la forêt en termes de relief. Il y a même la montagne à un moment quand ils sont poursuivis par les chiens dans le film de Disney. Même sans chercher à parler de Disney, regardez l'ours. Regardez le film L'ours. Il y a de la verticalité. Regardez le film précédent sur lequel Fessler a travaillé. Le chêne. Tout indique l'horizontalité, les branches, mais la verticalité, le tronc. Et on joue avec ça. On joue avec les oiseaux qui ont un rapport vertical, avec les petits mulots, là, les souris qui sont en bas du tronc et qui sont dans l'horizontalité. On joue avec ces notions-là. Alors que là, tout est horizontal. Tout. Il n'y a pas de relief de quoi que ce soit.
Et je pense que ce n'est pas le facteur principal, ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pourquoi, à un moment, je suis rentré dans une torpeur pendant près de 30 minutes. Sur 1h17, pendant, je dirais même plus de 30 minutes. Je devais lutter contre moi-même. Bon, j'avais aussi mangé un petit peu beaucoup avant, mais bon, ça c'est aparté. Hein. Mais ouais, je pense que le film n'a pas réussi à m'engager, notamment par rapport à la banalité du décor. C'est quand même incroyable de dire ça. Et ce n'est pas Mylène Farmer qui allait sauver les meubles. Hein. Elle vient expliquer, elle vient expliciter les scènes, rajouter un peu... Je pense qu'elle vient enchanter aussi un petit peu le trivial de la forêt. La voix off, ici c'est un peu une béquille pour, vous savez, créer les connexions, la coordination des scènes, renforcer le visuel. Bon, déjà, la musique renforce le visuel. Selon Fessler, la musique est un opéra qui accompagne les sentiments. Et il a raison. Mais après, vous savez, c'est une musique très mielleuse. Donc en plus, avec la voix de Mylène Farmer qui est aussi mielleuse par moments, puis on fait un film pour les enfants, mais dans lequel l'adulte risque de peut-être voir le temps long. Voilà. Et ça, je le regrette parce que j'avais vraiment envie d'aimer. Hein. Mais au final, j'ai pas du tout apprécié. Finalement, je sors de la salle. Je sais que le jour suivant, je vais l'oublier. Et ça, je crois que c'est vraiment dommage. Mais je sais que j'en suis le responsable. Hein. Comme on dit, on est responsable de son propre ennui. Hein. Alors, ce ne sont pas ce genre de films qui vont rapporter beaucoup d'argent dans l'immédiat, mais sur une longue durée d'exploitation dans les différents pays, le film est quand même universel. Hein. Les animaux ne parlent pas. Et il suffit de changer la voix off, on peut vite décliner ce film un petit peu partout. Et le film, je pense, pourrait avoir une formidable durée de vie à l'international. Ce qui est clair, c'est que ça fait aimer les animaux. C'est super intéressant, oui, certainement. Est-ce que c'est un bouleversement? Pas vraiment. Je lui mets un 12 sur 20. C'est doux et paisible. Je pense que c'est un film nécessaire. On sous-estime souvent la masse de films qui sont faits pour les enfants qu'on fait en Europe. On n'aurait même pas besoin des Américains. On a avec des capitaux européens des tonnes de films qui sortent. Avant le film, j'ai vu des bandes annonces de projets européens pour les enfants, d'animations très diverses, qui popaient comme ça en ribambelle. Avant le film, ça n'en finissait pas. Je me dis, ah oui, mais en fait, on fait beaucoup de choses, notamment dans l'animation, en Europe. Et tout ce qui ressort, c'est les films américains. C'est quand même navrant. Donc il faut mettre ça en avant. Et je pense que c'est dans cette optique de mettre en avant du projet européen que j'ai décidé de parler de Bambi. Alors c'était peut-être pas le meilleur choix sur la semaine, je l'entends totalement. Puisque personne n'en a parlé, je crois que j'ai plutôt bien fait, même si c'est finalement pour ressortir des choses pas très positives. Mais ça reste pour les gens qui aiment les animaux un film à voir, je pense. Et je vous encourage à le regarder, évidemment, ne serait-ce que pour après faire la comparaison avec le Bambi de Disney. Merci à vous d'avoir écouté cette critique. Merci pour votre soutien. Je rends l'antenne. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!